je venais le matin, je travaille 2, 3 heures après, je prends l'ordinateur, je cours, je vais la chercher, je continue à la maison et je note juste mes heures. Donc, il fallait courir, tu gardes, tu rentres, et puis pendant ce temps, l'enfant doit trouver une occupation, tu dois lui donner un truc, tu dois répondre à ses besoins, tu dois. On en produisait assez, mais eux, ils n'avaient pas de place pour entreposer parce qu'il y avait soit peut-être une panne quelque part, ou alors il y avait plein de camions qui n'étaient pas passés à temps pour récupérer, ça bloquait. Il y a tellement de soucis. Et au final, c'est pour ça que j'avais choisi la logistique, parce que je ne voulais pas m'ennuyer. Donc, du coup, il y avait du boulot. Il y avait vraiment beaucoup de boulot. J'ai dit que je suis en congé, j'ai éteint mon téléphone clairement. Et vous allez me voir encore seulement dans 3 semaines. J'avais pris les congés. Je m'étais forcé malgré le fait que j'étais le seul qui connaissait les machines là-bas en Slovaquie. C'était assez... Alors, moi, quand je commence à travailler, moi, j'ai déjà beaucoup de dettes parce que j'ai fait mon PMI et, et il y a des emprunts que j'ai fait pour pouvoir faire, pour pouvoir finir. Donc moi, j'ai déjà en tête que dès que je commence, là, je mets une certaine somme de côté. Donc, je suis d'abord entrée dans la tontine. Clairement, j'ai fait une sorte de petit salaka parce que j'ai fait une petite fête à la maison, bon, pas fête, mais genre, petit get-together avec des personnes, mes proches, et d'autres personnes qu'on a invitées. On s'est assis, on a mangé, on a bu, on a été contents. Mais à part ça, j'ai envoyé un peu d'argent au pays. Mais à part ça, vraiment, je mettais la première année, j'ai économisé. Je n'ai plus jamais économisé comme j'ai économisé la première année. Je suis vraiment serré la ceinture. J'avais certains projets, j'avais des trucs que je voulais faire et il fallait que je puisse d'abord rembourser mes dettes. Je n'aime pas les dettes. Donc, il fallait que je rembourse l'argent des gens et ensuite que je puisse mettre assez d'argent de côté pour pouvoir réaliser certains petits projets que j'avais. Donc, oui, il y a eu certains petits trucs que j'ai fait, mais c'était vraiment pas, j'ai pas dépenser tout l'argent du salaire dedans, quoi. Non, pas du tout. Ok. Je ne sais pas si tu en as parlé aussi, parce que je n'arrive pas à me souvenir si tu l'as dit ou pas. Dans ton boulot, quel était concrètement qu'est-ce que tu devais faire quand tu Alors, arrives au... le boulot, c'était supply service agent. C'est-à-dire que j'arrivais et c'est une entreprise, comme j'ai dit, qui avait une usine, qui a toujours une usine d'ailleurs ici à Mainz. Et ils vendent du papier. Donc, ils reçoivent des commandes dans le monde entier. Et ils doivent gérer ces commandes-là. Moi, quand j'arrive, on me donne un certain nombre de pays. On m'a donné, par exemple, Israël, on m'a donné, j'ai eu le Cameroun une fois pour une seule commande. On m'a Ok. donné l'Éthiopie, on m'a donné, quoi encore, la Finlande. Donc, j'avais mon lot de pays. Entre collègues, en fait, on se divisait les pays. Chacun gère son pays. Et en fonction des pays, maintenant, chaque pays a sa façon de fonctionner. Donc, tu devais maîtriser comment fonctionne ton pays. Et ce que je fais, c'est que quand je reçois une commande pour ce pays-là, je dois m'assurer que les produits soient acheminés à temps, pas avant, pas après. Et ensuite, je dois gérer avec la production, c'est-à-dire qu'il y a toujours des produits qui manquent et je dois savoir quand est-ce que ce sera produit, en quelle quantité et m'assurer que mon client, il ait son camion prêt. Ensuite, je dois m'assurer avec le lager, avec l'entrepôt, que le Mhm. camion est arrivé à temps, il a été chargé et savoir le nombre exact de cartons qui a été chargé. Parce que parfois, quand des conteneurs viennent ou alors les camions, il y a certaines palettes qui ne passent pas, ou alors on est obligé d'ouvrir la palette de produits, enlever quelques produits, et je dois savoir le nombre exact et informer le client des menstruations. Et ensuite m'assurer que c'est bien arrivé et gérer les réclamations. À côté de ça, je dois gérer également au niveau du contrôle qualité, quels sont les requirements, donc ce que le client veut Mhm. comme qualité, m'assurer que ce soit vraiment ça qui était envoyé. Je dois gérer tout ce qui est, ils appellent ça Gefahrgut, donc les produits dangereux, parce que, par exemple, on vendait comment on appelle ça, vous savez, comme ils gèrent tout ce qui est papier toilette, tout ce qui est serviette pour s'essuyer les mains quand on se lave, ils gèrent également tout ce qui est appareil pour savon, et qu'ils ont Mhm. rajouté ça dans leur truc. Et puis, c'est des trucs qui viennent avec des sortes de batteries. Quand tu envoies la main, il y a un truc qui gère aussi ça. Oui. Mhm. Si tu envoies un produit qui a une batterie, tu t'assures que ça ne passe pas par avion parce que l'avion ne prend pas les produits dangereux. Ensuite, il fallait gérer également
avec l'entrepôt, parce que l'entrepôt n'était pas inhérent à l'entreprise. C'était un, un, un provider externe, donc qui travaillait avec l'entreprise. Et on avait des problèmes tout le temps avec eux parce qu'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Il fallait aller là-bas, regarder comment ça se passe, trouver une solution s'il y a un niveau du lagar qui est, comme c'était un peu automatisé, s'il y a un problème là-bas, voir comment tu peux t'arranger pour que il y ait assez de produits qui soient produits et qui puissent être entreposés. Parce que le problème, c'est que parfois, on en produisait assez, mais eux, ils n'avaient pas de place pour entreposer parce qu'il y avait soit peut-être une panne quelque part, ou alors il y avait plein de camions qui n'étaient pas passés à temps pour récupérer, ça bloquait. Il y a tellement de soucis. Et au final, c'est pour ça que j'avais choisi la logistique, parce que je ne voulais pas m'ennuyer. Donc, du coup, il y avait du boulot, il y avait vraiment beaucoup de boulot. Euh, donc voilà, c'était à peu près ça mon travail. Je ne m'ennuyais vraiment pas. Pour ça, je bossais au point de rêver de mon boulot, quoi. C'était, Oh. Et oui. entre-temps, les enfants restaient avec papa à la maison, à, Non, ou non, ils étaient il fallait, avec il toi fallait de aussi l'autre côté. aller chercher la petite, aller la laisser le matin, aller la chercher. Ok, Oui. ok, ok. Mm. Je voulais savoir, vu qu'on t'a donné beaucoup de responsabilités dès le début, beaucoup de gens disent que ce soit les immigrés, bon, les gens comme nous ou les enfants nés ici, disent que quand tu es un étranger, tu dois travailler 5, 10 fois plus que ceux qui sont ici. Est-ce que pour avoir au moins une reconnaissance? Est-ce que c'était le cas chez toi ou chez toi c'était Je n'ai pas eu cette plus, impression-là. Il y avait définitivement des gens qui travaillaient plus que moi là-bas. Non, il y avait des gens, ma collègue française là, moi j'avais l'impression que toute sa vie c'était même ça. Elle était toujours la dernière à partir. Moi, à un moment donné, j'ai rapidement compris que mon enfant c'était ma priorité, quoi. Si la garderie ferme à 16h30, je dois m'assurer de quitter le boulot à temps pour arriver à la maison en même temps qu'elle, parce qu'elle était pas loin de la maison. Elle connaît la route, c'est 3 minutes à pied. Elle doit juste traverser la route et être à la maison. Mais je ne veux pas qu'elle arrive devant la porte et que je ne sois pas encore là. Donc, même quand c'était pas encore fini, je leur disais, OK, c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, je dois partir, il y a mon enfant. Parce que si tu veux, tu mets ton enfant en stand-by. Ça, ils vont pas refuser, hein. Ils vont pas refuser, mais toi, ce sera à toi de gérer ça après. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'ils vont jamais me demander, ils vont jamais me demander de laisser l'enfant seul. Mais si je laisse mon enfant seul, personne va non plus me dire, tu as laissé l'enfant seul, pardon pas. Non, personne. oui, Personne. Mais est-ce que tu penses avec le recul que cette maxime-là est vraie? Est-ce que tu penses qu'en Allemagne ou bien en Europe, de façon générale, il faut vraiment travailler 10 fois plus en tant qu'immigré? Je ne pense pas qu'il faille travailler 2, 3 fois plus. Je pense que tu as juste besoin de montrer que tu sais ce que tu fais, que tu es bon à ton boulot. Parce que je pense que eux, ils ont surtout des préjugés. Quand ils te voient, ils ont direct une question qui se pose, est-ce qu'il sera bon? Parce que ils vont te juger, par exemple, sur la langue. Si pendant que tu parles, tu butes beaucoup sur les mots, ils vont directement se dire, ah, est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il est vraiment performant? Je pense qu'il faut juste que tu leur montres que tu es tout aussi bon qu'eux. Je pense qu'en Allemagne, c'est ça. En Allemagne, quand tu leur montres que tu es tout aussi bon qu'eux, pardon, ils te lâchent la trappe. En vrai, au stage, il y a quelqu'un, une fois qui avait un problème avec Excel, je sais pas ce qu'il voulait faire, il n'y arrivait pas. C'était quelqu'un qui me calculait vraiment pas. C'était quelqu'un, il était vraiment assis et tout. Je lui ai fait un petit truc sur Excel comme ça, là. Il m'a donné un respect pas possible jusqu'à la fin. Alors, c'était un tout petit truc comme ça sur Excel. C'était rien du tout. Tu vois, donc, quand ils se rendent compte que tu as quelque chose dans la tête et que tu sais ce que tu fais, que tu as mérité ton diplôme, que tu es aussi à ta place, et vraiment, ils te lâchent la grappe. Ils ne commencent pas, ils ne te cherchent pas de coup, vraiment pas du tout. ok. Moi, c'est mon avis. Mm. Et toi, Étienne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment travailler 5 à 10 fois plus, ou bien tu es de l'avis de Nice que bon, c'est, c'est, c'est un truc qu'on dit juste pour, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il faut juste être très compétitif, c'est-à-dire, comme j'ai dit au début, il faut mettre les chances de son côté, essayer de mettre. Je crois que eux aussi, du côté des Allemands, eux aussi, ils savent aussi qu'ils doivent être compétitifs, quoi. Mais ils ont déjà un peu, comme ils parlaient de la langue, là, le problème c'est est-ce il va bien pouvoir parler l'allemand lorsqu'il aura à faire, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'ils engagent une conversation avec toi,
ils attendent, ils observent, quoi. Et je crois que c'est juste là qu'on doit montrer que peut-être l'allemand, c'est ma deuxième, ma troisième langue, mais je peux converser avec quelqu'un, je peux lire un email, comprendre, je peux répondre, je sais de quoi on parle, je peux comprendre, je peux expliquer ça à quelqu'un. Et c'est le plus important, quoi. Ok. Ok. Je voulais, depuis Nice, on a vu par exemple ton parcours assez difficile parce que tu te déplaces beaucoup, tu es très loin de ton mari concrètement. Je veux savoir, avec l'enfant, comment était ton quotidien? Tu as un peu donné, tu nous as un peu expliqué brièvement, mais comment étaient tes matinées et tes soirées en fait, vu que tu as beaucoup de charges au travail. Et puis, comme tu as dit, tu veux pas laisser l'enfant de côté, donc il fallait aussi que tu prennes beaucoup de temps pour l'enfant. Je me dis aussi peut-être que l'enfant a des devoirs le soir, il faut aussi que tu t'occupes un peu de lui, la nourriture et tout. Comment est-ce que tu gérais tes quotidiens? Ah, c'était compliqué, c'était très compliqué. Je devais me lever très tôt, la préparer, me préparer, et puis je devais la laisser au jardin. Le jardin était sur ma route, donc je la laissais rapidement. Je parle avec les dames, s'il y a un truc à dire, je leur dis, et puis je cours. C'était toujours la course en fait. Et puis il faut savoir que euh, le fait que je m'arrête euh, de manière systématique sur la route quand je vais au boulot, quand je rentre, ça fait que l'assurance, il y a une assurance là qui te couvre même sur le Berufsweg, sur le chemin Mhm, du boulot. mhm. Je n'étais pas couverte à cause de ça parce que du moment où tu t'arrêtes quelque part, si Ouais, t'arrive un truc, on estime que tu n'es plus, on ouais. peut plus te couvrir. Donc, le matin, je me levais, je la préparais, on allait rapidement, je la laisse. Et puis, le stress était surtout au moment de la récupérer parce que, bon, là, c'était quand elle était au jardin. Après, quand elle était à l'école, c'était autre chose. Au moment de la récupérer, si tu as du retard, même si c'est 5 minutes, il y a une amende, en fait. Donc, Oh, il y avait un gros stress par rapport à ça. Un jour, ma voiture m'a lâché en route quand j'étais en train d'aller la chercher. Donc, c'était un autre gros stress. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées. Et à un moment donné, j'ai dû réduire mon nombre d'heures de travail. Donc, ça réduisait mon salaire également. Parce que sinon, je n'aurais pas pu trouver le temps pour aller la chercher. J'aurais dû, voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est le genre de mini-stress que tu as en plus de la charge du boulot. Une fois à la maison, moi, ce que je faisais, surtout quand je me suis rendu compte que j'ai commencé à rêver du boulot, même dans la nuit, j'ai commencé vraiment à laisser le boulot au boulot. Parce que je me suis rendu compte que le stress que tu as, le fait que tu te demandes si tu as bien tout fait avant de partir, parce que c'est hyper important de toujours laisser, au moment de partir, c'est pas parce que tu n'es pas là que les camions ne chargent pas. Et donc, il faut toujours laisser, il y a une liste qu'on devait laisser, il fallait toujours s'assurer, il fallait toujours être sûr que tu avais laissé tous les camions qui devaient charger à l'entrepôt. Il fallait que tu les fais. Et si jamais tu faisais la moindre erreur, c'est ça avec le boulot là. Si c'était la moindre erreur, ça faisait que ton camion pouvait ne pas être chargé, ça fait que le client est mécontent et ça remonte chez le chef. Et donc, c'était un gros stress et il a fallu que je travaille beaucoup sur moi pour laisser ça là-bas. C'est-à-dire que quand je quitte là, je me dis que même si j'ai pas bien fait, de toutes les façons, je n'y peux plus rien. Donc, on va gérer ça seulement le lendemain. Et c'est comme ça que j'ai pu, à un moment donné, me détacher totalement parce que sinon, ça te bouffe et tu commences à ressentir les effets sur ta santé, quoi. et ton temps libre, avec toutes les charges que tu avais, tu arrivais à avoir le temps pour toi, c'est-à-dire Vraiment pas du pour tout. toi, au début du moins, avec l'enfant et tout, tu avais un peu de temps Non, pour toi. non, 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 non. Au début, même, ça a été très, très, très difficile parce qu'au début, j'ai dû aller voir le chef pour expliquer que, par exemple, un de nos sites là, l'enfant au début doit rester 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, tu expliques au chef que il faut que tu partes avec l'ordinateur, que tu fasses du télétravail. Et c'était avant le corona. Donc, le télétravail, vraiment, c'était très, très mal vu à l'époque. C'était vraiment quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Donc, je devais négocier comme ça. Pendant un mois, j'ai fait ça. Donc, je venais le matin, je travaille 2, 3 heures après, je prends l'ordinateur, je cours, je vais la chercher, je continue à la maison et je note juste mes heures. Donc, il fallait courir, tu gardes, tu rentres, et puis pendant ce temps, l'enfant doit trouver une occupation, tu dois lui donner un truc, tu dois répondre à ses besoins, tu dois. C'était très, très compliqué au début. Très. Ok, Etienne, et toi, comment tu gères l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle? Moi, je te connais un peu, je vois un peu ce que tu fais, mais je sais pas, les autres ne te connaissent pas. Comment est-ce que tu arrives à mélanger les deux? Comment est-ce que tu arrives à te Là, détendre après? aujourd'hui ou à l'époque?
J'orientais un peu vers Étienne maintenant. Je vais revenir à toi. Je voulais demander à Étienne comment il arrive à orienter les deux. Comment tu arrives à te détendre après le travail. Comment tu gères tes journées. Je crois que c'est très important, comme elle a dit, de signaler, elle a dit ça à un moment donné, de signaler à ton employeur que j'ai une autre vie. Parce que eux, ils ne vont jamais dire, OK, il faut que tu prennes les congés, tu as ta fille, tu as ton mari, tu as ton truc, c'est très important. Et j'ai compris ça la deuxième année de boulot que j'avais environ 400 heures supplémentaires et je n'avais pas pris mes congés. Quand l'année, on arrivait déjà en novembre, je n'avais pas pris mes congés. C'était énorme parce que je voyageais. Les heures étaient aussi beaucoup parce que les heures de voyage font partie des Ok. comme les heures de travail. C'est-à-dire que si je Mhm, prends le rôle, tout ça, ça que mhm, et même jusque-là, c'était énorme. J'avais encore mes 30 jours de congé. J'avais encore mes Überstunde, comme je disais environ 43 heures. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, en fait, le boulot sera toujours là, quoi. Mais mhm, toute la situation va te donner l'argent. L'argent, mais ta santé, tu as besoin de repos. Ça dit même à part le fait d'avoir la famille, avoir les enfants, avoir une femme, tout ça. C'est important d'abord pour soi-même. Les vacances sont faites pour être utilisées. C'est ce que moi j'ai compris. mhm, Et ne va jamais te dire ne va jamais te rapprocher. Il faut que tu prennes les congés. Surtout si on ressent qu'on a besoin de toi. mhm. Donc, et j'ai dû vraiment me faire violence et j'ai tapé la dernière mission où je suis revenu avant de faire le Amname. J'ai dit que je suis en congé. J'ai éteint mon téléphone clairement. J'ai dit que vous allez me voir encore seulement dans 3 semaines. J'avais pris les congés. Je m'étais forcé malgré le fait que j'étais le seul qui connaissait les machines là-bas en Slovaquie. C'était assez difficile, mais du côté de la loi, c'est-à-dire que s'ils amènent le Ouais. problème à la loi, s'il admissible que nous sommes en novembre, je n'ai pas pris de congé, j'ai Mhm, envoyé supplémentaire. Et c'est depuis là que j'ai compris que, en fait, c'est à moi de penser à mes congés. Ce n'est pas mon employeur de dire qu'il a beaucoup travaillé, il faut qu'il se mhm, repose, il faut qu'il parte au Cameroun. Depuis, il n'est pas parti au Cameroun. Personne ne va réfléchir cela pour toi. C'est à toi de le faire. mhm, Et c'est maintenant d'avoir un peu ce mindset si, OK, l'année vient, que si en juin, on doit me rassurer d'avoir déjà pris une bonne partie de mes congés. mhm. Ça veut dire que, et quand tu prends les congés, vu que tu es le seul qui maîtrise les machines, est-ce que tes collègues ne te voient pas un peu mal quand tu reviens? Vu que je sais que quand tu pars, ça veut dire que c'est une autre charge de travail pour eux. Il faut déjà qu'ils puissent faire ce que tu faisais et ça augmente déjà ce qu'ils faisaient avant. Comment est-ce qu'ils réagissent? Il faut un moment où il faut être un peu, le mot peut être un peu égoïste dans ce genre Ok. de choses. Parce que moi, j'étais arrivé à un moment donné où mon boulot, c'est un boulot assez enchaînant, assez difficile. Mhm, C'est-à-dire que tu parles avec le client dit quelque chose, ton superviseur dit quelque chose, le premier manager m'a dit quelque chose, tout ça, tu dois gérer. Il fait un moment donné où j'étais à côté des machines comme ça, là, et je sentais que j'avais besoin de repos. Je sentais que mhm, les gens parlaient à côté de moi, je ne comprenais même plus ce qu'ils disaient. J'avais besoin de Ausschalten. Et comme je dis, c'est à toi de penser à ça. Même si eux, ils te voient un peu mal, c'est-à-dire que si tu tombes là, on va mettre l'annonce du boulot directement une semaine après, Bien deux sûr, semaines après, bien sûr. le même jour. Tu vas comprendre que tu n'es pas si irremplaçable que tu Hum, pensais, quoi. hum. Donc, c'est après ça que j'ai compris, ok, c'est bien de donner l'Leistung, c'est bien d'être un bon Mitarbeiter, mais il faut aussi penser à toi. Parce que personne ne pense, tu es la première personne qui peut penser à toi. Tu connais mhm, comment mhm, ça? mhm. C'est un peu ça. Revenons un peu sur Eunice, ça c'est quelque chose que je voulais beaucoup comprendre. J'attendais beaucoup ce moment en fait, parce que je sais que tu as complètement changé le domaine maintenant. Je veux savoir à quel moment est-ce que ça se déclenche en toi, que tu décides de partir et pourquoi, de changer en fait de domaine complètement. Alors, de base, je voulais me dire changer d'entreprise parce que je trouvais que c'était une entreprise où on demandait beaucoup des gens, mais où il n'y avait pas de reconnaissance. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis de nouveau tombée enceinte et puis je suis partie en Health Site. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que chez les femmes, c'est une période où il y a une certaine clairvoyance c'est comme s'il y avait une petite ampoule qui s'allumait dans la tête. Je ne sais pas, il y a plusieurs femmes qui ont pris des décisions drastiques lors de leur Health Site comme ça, que je connais. Pendant mon Health Site, j'ai commencé à
Bon, déjà de base, j'étais très, très axée bien-être et nutrition depuis mon bas âge. J'ai Mhm. toujours été intéressée par ce que je mange. De base, j'aime beaucoup la nourriture, mais j'ai vraiment toujours été intéressée dans ce que ça m'apporte, en fait, Mhm. et ce que ça ne devrait pas m'apporter ce que ça peut apporter de mauvais. Voilà. Donc, j'ai toujours été, tout ce qui est manger sain et tout, ça m'a toujours intéressé. Mais pendant cette période-là, surtout, parce que c'est aussi tombé pendant le Covid, euh, j'ai eu beaucoup de temps pour m'asseoir et voir un peu, il y avait plein de trucs qui se passaient sous mes yeux. Par exemple, euh, un jour, ma fille a mangé ce qu'on appelle milch brunch, des petits pains au lait là. Ouais. Et Mhm. direct, elle a eu une éruption C'est cutanée, pas bien. Mhm. une sorte d'allergie. Et c'est la première fois, je pense, où j'ai vraiment pris le temps de prendre une étiquette du produit et regarder ce qu'il y a Et, dedans. Et comme je suis très bonne en pâtisserie, il y avait plein de trucs que je comprenais pas dedans. Je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses dans cet aliment qui ne devraient pas être là. Comment ça se fait qu'on mette de l'acide si, dans un truc que je sais qu'on met seulement la farine, le beurre, les œufs, le lait. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'alimentation moderne parce que c'est des choses qu'au Cameroun, je ne consommais pas. Je ne consommais pas des Mhm. trucs industriels. Et ici, en fait, j'ai eu une phase aussi où je mangeais un peu n'importe quoi parce que c'était bon. Je pense que quand on arrive, je pense que nous avons tous la petite phase où on boit bien le jus, où on mange Ouais. bien les pâtisseries et tout, les Et cookies. yaourt, tout ça. Voilà, exactement. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et plus j'en apprenais, et plus j'étais choquée, j'étais révoltée parce que je me disais, mais comment on peut donner ça à manger aux gens? J'ai regardé plein de trucs sur YouTube, des documentaires sur comment on fait tel truc. J'ai acheté des livres sur Amazon qui parlaient de certaines choses et tout. Et à ce moment-là, je ne faisais que ça. C'est-à-dire que toutes mes journées, parfois mes nuits, j'étais seulement en train de me documenter sur les trucs. C'était passionnant, en fait. Et donc là, j'ai commencé à dire à une de mes amies, je crois que je vais démissionner. Elle me dit, mais comment ça tu vas démissionner? Tu vas faire comment quand tu démissionnes? Que, ben, je ne sais pas, je pense que je vais plutôt faire nutritionniste et tout. Et que, mais il faut faire une formation et tout. Tu es là, tu as un Health Insight, déjà l'argent n'est plus beaucoup. Et en plus, tu vas encore les dépenser dans un truc. Je lui ai dit, tu as raison. Je vais quand même travailler encore un peu avant de démissionner. Et donc, quand le congé parental finit, je retourne au boulot. Là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, en partant, on avait changé de chef. La nouvelle et moi, ça passait juste pas. Déjà Oui. qu'avant, on a changé de chef peut-être 3 4 fois. Avec aucun d'eux, ça passait. Le premier chef que j'avais trouvé était juste génial. Mais les autres, là, ça passait pas. Et c'était un système où maintenant, apparemment, il fallait connaître tel pour pouvoir faire tel truc. J'avais fait des demandes d'augmentation de salaire qui n'étaient pas passées. Il y a une collègue qui avait fait, c'est passé. Il y a des petits trucs du genre, à l'anniversaire des collègues, par exemple, on leur fait un cadeau. Quand c'est moi, on oublie que c'est mon Ok. anniversaire. Mhm. Euh, pour quand j'accouche, le truc aussi, c'est que quand tu accouches, ben, on te fait un cadeau et tout. Quand moi j'accouche, oh, il y a rien. Et puis quand l'autre collègue qui avait une augmentation de salaire pour ensuite tomber enceinte, elle accouche. Là, on se rend compte que, ah, mais il y a une autre là, on n'avait pas encore fait. Tu vois, tout ça me fait Ah me dire, oui. mais qu'est-ce que je fous avec ces gens, en fait? Et je me suis dit, même si je ne me reconvertis pas dans autre chose, je ne vais pas rester dans cette boîte-là parce que c'est une boîte pour laquelle j'ai vraiment donné beaucoup de ma personne. Et non seulement le management n'est pas très reconnaissant, mais même les collègues avec qui je travaille, qui savent ce que c'est. Donc, de base, quand on travaille ensemble, on sait que oui, parfois on va s'entraider. Mais elle, en fait, même pour elle, je suis du menu fretin. Donc, j'ai dit non, je ne vais pas rester là-bas. Et j'ai clashé avec la chef. Et donc, quand j'ai clashé avec elle comme ça, je me suis dit, OK, euh, non, je vais démissionner. Je vais démissionner. Lâcher, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand je revenais, la crèche qui devait prendre mon enfant m'avait donné une date. Et en fonction de cette date-là, j'aurais dit, OK, je reviens tel jour. Parce que j'ai compté avec le temps d'adaptation des enfants, là, où il fallait que je sois là. Donc, je me suis dit, OK, 4 semaines après. Sauf que c'était une nouvelle crèche, elle était encore en chantier. Et, et plus le temps passait, plus on se rendait compte qu'ils ne seront pas prêts pour le jour où mon enfant doit commencer. Donc, j'ai Mhm. écrit à ma chef, je lui ai dit, écoute, la crèche me demande si c'est possible de décaler de 14 jours.
est-ce que tu penses que ce serait possible ou alors, si tu penses que c'est pas possible, je reviens le jour là, la crèche va trouver un moyen. La crèche me demande juste de voir avec toi si c'est possible de manière à ce que l'enfant ne soit pas là quand les ouvriers vont venir pour visser tel truc. Mais si tu vois que ce n'est juste pas possible, il n'y a pas de problème, elles vont s'arranger. Elle me dit, oui, bon, on va attendre ta team lightering parce que là, elle est en congé pour ça. Et que, mais non, pas besoin d'attendre la team lightering. C'est même pas grave si c'est pas possible. En fait, j'ai besoin on était un vendredi, non, un jeudi. J'ai besoin de ça avant le week-end, en fait, pour donner un truc. Donc, mais Mhm. dis-moi juste, c'est pas grave. Elle me dit, non, elle préfère attendre ma team lightering. Et je dis, ok, d'accord. Merci beaucoup pour ton aide, en tout cas. Elle a mal pris. Parce que Ah, clairement, elle m'avait pas aidé. Et c'était ironique, je le reconnais ouais. totalement. C'était ironique. Merci pour ton aide. Il n'en était pas une. Elle a mal pris. Sauf qu'elle me l'a pas dit. Et donc, quand j'arrive, je vois qu'elle est distante et que euh, elle commence à me mettre un peu des bâtons dans les roues. Il y a tel truc. Elle dit que c'est moi. Elle sait que je revenais pour 25 heures par semaine. Elle sait qu'à midi, je dois être partie. Elle programme des formations obligatoires pour 16 heures. Oh, Ce genre de choses. Ouais, c'est très bien que je peux pas être là. Et je suis pas, je lui ai dit que je peux pas être là. Elle me dit que, bah, elle n'a pas trouvé d'autre horaire et qu'il faut que je sois là. Je lui ai dit que non, je serai pas là. Elle me dit, mais tu es tenue d'être là et tout. Elle me cherchait déjà les embrouilles et tout. Je lui ai dit, mais à un moment donné, il faut me lâcher, quoi. Donc, je ne serai pas là. Et puis, c'est tout. Donc, c'était des clashs comme ça. Et elle a commencé à se plaindre au niveau du haut management et tout. J'aurais dit que bon, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, elles m'ont proposé des petits arrangements là, et puis je les ai laissés, je suis pas. ok. Ça veut dire quand tu pars, tu n'as pas encore fait ta formation de diététicienne, c'est ça? Non, c'est avec leur argent même que je paye ma formation de diététicienne. Ok. Ok. Et directement après, tu décides dans le te, ou tu pars encore du recul, tu essaies encore de chercher d'autres. Non, 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 direct, direct, direct. Même avant même de commencer la formation, j'étais déjà active sur Instagram par rapport à ça. J'étais déjà Ok. active. Je faisais pas mal de contenu. Et comme je n'avais pas encore de formation, mais j'en savais déjà beaucoup. J'ai lu des Mhm. documentaires, je me suis vraiment documentée, j'en savais vraiment un gros paquet. Il y a beaucoup de personnes qui disaient, ah d'accord, je savais pas, ah d'accord. Et donc, ça augmentait ma légitimité, en fait. Et ça fait que Mhm. les gens s'abonnaient. Et c'est Et, bien. et, et, et tu fais une formation reconnue ou bien tu fais les formations, parce qu'il y a les formations que les gens ouvrent en ligne là, tout, ou tu fais une formation reconnue avec un diplôme reconnu. Je fais une formation, déjà la maison, l'école de formation, elle est en France, elle n'est pas ici. Ah, Elle est ok. reconnue en France. En Allemagne, on te pose même pas la question, et ça m'a choqué. Quand tu veux être diététicienne nutritionniste en Allemagne et que tu vas pour enregistrer ton entreprise, on te demande même pas si tu as fait une formation, hein. Ah, ok. On Ça te veut dire que tu as une demande, entreprise enregistrée. je suis Que tu es. enregistrée, oui, 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 Ok. depuis 2021-22. Et concrètement, avant de repartir, Étienne, tu offres quoi comme service? Moi, je connais, mais les autres ne connaissent pas. Tu offres quoi comme service concrètement? Alors, mes services, c'est divisé en deux catégories. Soit une consultation ponctuelle où on prend 60 minutes pour que tu m'expliques un peu ta situation. C'est-à-dire que les Allemands, si les médecins ils appellent ça anamnèse. C'est-à-dire que tu me donnes Mhm. un peu ton nom, ta situation matrimoniale, ton âge, ton poids, si tu as des allergies, ta journée type niveau alimentation, si tu as des enfants, quel est ton boulot. C'est hyper important pour situer les gens, en fait, parce que il y a parfois des profils qui reviennent. Et puis, euh, la consultation va consister en ça. Et puis, je vais te donner, de mon avis, les éventuels problèmes qui peuvent causer ta prise de poids. Et je vais te Mhm. donner donc un plan alimentaire avec des recommandations que tu vas aller suivre de ton côté. C'est soit ça, soit un suivi, un accompagnement, soit sur 6 semaines, soit sur 12, Mhm. où on va pas se limiter juste à la consultation, mais c'est vraiment un suivi permanent où Mhm. tu es en contact avec moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et où je regarde ce que tu manges. Tu es tenu de m'envoyer ce que tu manges. Je suis censée te recadrer au niveau des proportions, te donner également des recommandations en ce qui concerne le sommeil, l'hydratation. Mhm. Je peux te recommander également soit un coach sportif, soit je peux te donner des astuces
si tu veux avoir une activité physique à côté, ce que je recommande fortement. Je donne des astuces aussi. Et donc, c'est soit, en matière de service, c'est soit donc une consultation, soit un accompagnement euh, de 6 ou de 12 semaines. Maintenant, à côté, j'ai des produits également, des infusions bien-être que je propose, ainsi que des super aliments africains, donc comme la poudre de baobab, le moringa, ce genre de choses que je propose également en montrant leur valeur nutritionnelle, leurs bienfaits sur le plan nutritionnel et de la santé, et surtout leur dosage aussi pour ne pas créer des problèmes et en rajouter sur ce que tu as déjà. Ça veut dire que maintenant, tu es plus en ligne. Tu n'as pas encore de bureau physique. Pour te Non, contacter, c'est via ton Instagram ou ton TikTok ou ton site web. C'est c'est ça, ça? c'est ça, c'est ça. Bon, le but est d'avoir un cabinet physique, mais pour avoir un cabinet physique en tant que nutritionniste en Allemagne, tu dois avoir une licence Oh, en en nutrition diététique et puis tu dois faire une certification. Euh, donc, tu payes pour faire une certification avant de pouvoir t'installer comme nutritionniste diététicienne et pouvoir travailler donc avec oui, les je vois. différentes maladies. Et tu penses repartir à l'école Je vais avec repartir à l'école. Je peux pas rester en ligne. Oui, je vais repartir à l'école dès que la petite là commence ok, bien à la crèche là, je m'inscris, ouais. ok. Etienne, et toi qui es dans ton domaine depuis, tu n'as jamais eu envie de, je sais pas, peut-être c'est ta passion, mais tu n'as jamais eu envie de changer complètement aussi. Tu ne t'es jamais senti hors de l'âge d'âge, tu ne t'es jamais senti pas à ta place. Jamais j'ai aimé ce que je fais et jusqu'à présent, je ne vois pas. Ce que je compte et je pense faire dans le futur, c'est être freelancer, c'est-à-dire travailler à mon compte. Mais pour cela, je suis encore écrit de rassembler le maximum de connaissances. Lorsque je pars travailler quelque part, je prends les cartes de visite, je prends les contacts. Et ça va venir avec le temps, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ok, ok. Je trouve qu'on a fait à beaucoup de temps, mais je vais essayer de wrap up un peu. J'avais une dernière question en fait, qui va un peu résumer le but pour lequel je fais ce podcast. Si vous devriez, vous deux, recevoir, par exemple, peut-être vous l'avez déjà fait, recevoir votre petit frère bien-aimé, maintenant en Allemagne, quel est le conseil que vous allez lui donner pour qu'il puisse, il va commencer par Eunice. Si tu devais recevoir ton petit frère, ta petite soeur actuellement en Allemagne, ou je sais pas, en Europe, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il puisse avoir un parcours assez moins difficile et assez bien, en fait. On va dire ça. Alors, moi, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de bien comprendre l'environnement dans lequel il est arrivé parce que ça évite beaucoup de problèmes. Quand tu comprends comment les Allemands fonctionnent, comment le système marche Euh, et que, et que tu arrives à t'adapter parce que c'est vraiment le maître mot, s'adapter. Si tu euh, veux, si tu veux te comporter comme tu as été habitué dans l'environnement où tu étais, tu risques d'avoir de gros problèmes. Je dirais également de rester concentré et de se fixer des objectifs réalistes et clairs et de foncer. C'est-à-dire que on a beaucoup de, moi, mon problème, mon plus gros problème ici a été que j'ai beaucoup douté de moi à plusieurs niveaux. J'ai beaucoup pensé euh, que ma place, peut-être, à un certain moment, n'était pas là, que je devais attendre plus tard. Il faut que, il y a beaucoup qui, même pour cette histoire de salaire-là, il y a beaucoup qui pensent qu'ils n'ont pas le choix pour un premier temps. J'en connais qui, pour leur premier salaire, ont bien su négocier leur salaire. Vraiment, quand tu mets la peur de côté et que tu vas avec une logique de je vais me vendre, je vais apprendre à me vendre. Et je vais aller avec confiance et mettre en avant ce que je sais faire. Quand tu sais comment il faut te vendre, parce que pour ça, beaucoup ont dû faire même certaines petites formations là pour savoir comment se vendre.
tu apprends à faire un CV comme il se doit. C'est-à-dire que tu fais les choses de manière à te donner le plus de chances possible. Tu ne te dis pas, OK, je fais seulement, tu y mets du tien. Tu vas arriver à faire des choses que beaucoup pensent impossibles. Donc, je pense qu'il faut, dans ces trois choses-là, tu arrives, tu comprends d'abord où tu es, tu apprends à connaître le système, tu te fixes des objectifs clairs, tu restes concentré. Il y a beaucoup de distractions, mais il faut rester concentré et puis il faut avoir confiance en soi et ne pas évoluer avec la crainte ou avec le ah, on va voir après je vais faire ceci, j'ai besoin de ça pour ça. Oui, clairement, mais il faut se faire confiance en fait. Ok, super. Et Étienne alors, Étienne, si la même chose, si ton petit frère, ta petite soeur devait arriver actuellement, maintenant, si, et qu'il voulait t'écouter, parce qu'il y en a qui ne veulent pas écouter, qu'est-ce que tu lui dirais? Être très, très, très pratique. L'école, c'est bien, mais c'est bien à côté d'avoir une connaissance pratique. Qu'est-ce que, se poser la question, qu'est-ce que je peux apprendre à faire sur le plan pratique le plus tôt possible? C'est-à-dire, malgré la théorie de l'université, être capable d'apprendre les langages comme Python, C++, d'autres langages de programmation avec l'IA, essayer d'être le plus pratique possible. Mhm. Ok, ok, super. Alors, comme j'ai dit, je vais un peu wrap up. Alors, merci beaucoup, Eunice. Merci, Étienne. Vraiment, j'ai été ravi de vous avoir pour cet épisode. Vraiment, ça s'est passé bien mieux que ce que je pensais. Déjà, j'avais estimé le temps, mais on a un peu plus duré. Bon, j'avais dit 21h30, c'est vrai, mais j'espérais qu'on fasse 1h30, mais vous avez été très bavard et ça m'a beaucoup plu. Je vais partager le lien de Instagram et de TikTok de Nice dans la description. Je vais poster. Je vais partager ton lien, ton Instagram et ton TikTok. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront te contacter pour, voilà, pour tes services. Et je sais pas si le docteur Zenti a quelque chose à dire, quelque chose à ajouter. Sinon, je vais arrêter l'enregistrement. Franck, tu as quelque chose à dire? Non, juste les remercier. Moi, je suis ravi d'avoir fait la connaissance de Nice, vraiment, parce que j'ai aimé la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle a expliqué son parcours en réalité. Et j'ai aussi aimé le fait qu'à la fin, hein, dans la fin de son récit, qu'elle puisse faire ce qu'elle aime. Moi, je dis souvent, c'est quelque chose de fondamental. Je ne reviens pas sur Etienne parce que ça se voit qu'il adore ce qu'il fait. Il a dit plusieurs fois, maintes fois, dans ses réactions, parce que c'est souvent aussi ça, en fait, le problème. Donc, simplement vous dire merci. Merci beaucoup. Merci, Bon. Franck. Merci, le plaisir est partagé. Je voulais vous encourager dans ce que vous faites. Il y a beaucoup qui arrivent, qui sont perdus, qui ont besoin, parfois une seule parole peut aider quelqu'un vraiment à sortir d'un brouillard pas possible. L'Allemagne n'est pas facile, et quand quelqu'un sait qu'il peut s'inspirer de certains parcours, bien qu'il est capable de faire certaines choses, ça change vraiment la donne. Et comme tu disais, il n'y a pas de plateforme, pas vraiment de plateforme qui propose ça, donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez louable et vraiment big up pour ça. Merci. Merci. Ouais, je pense pareil, vraiment beaucoup de courage. Ne vous Merci. laissez pas décourager, hein. T'inquiète pas, nous sommes très patients, t'inquiète pas. J'ai coupé l'enregistrement.